Bonjour à tous, vous l'aurez compris, durant cette prochaine demi-heure, nous allons tenter de nous projeter dans l'industrie du futur, de plus en plus automatisée, en compagnie de deux acteurs économiques directement concernés par le sujet. Je reçois aujourd'hui Nicolas Bouet, bonjour. Bonjour. Directeur général de la société HMI MBS, spécialisée dans la conception de solutions innovantes pour le secteur industriel, implantée dans le centre Val-de-Loire, près de Orléans, co-organisateur donc du salon qui se tient à Cholet, le salon InnoFortech. Vous nous en direz un mot dans un instant. Et puis également à nos côtés, Serge Pitois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, directeur produit du groupe MGTech, implanté à Chemillé, qui conçoit des lignes d'emballage et de conditionnement, notamment pour l'industrie agroalimentaire, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, oui. Voilà, et puis qui développe, je crois, également des solutions de robotique mobile pour faciliter les opérations de manutention des industriels. Merci en tout cas à vous deux d'être là ce matin. Peut-être d'abord un mot avec vous, Nicolas Bouet, sur l'événement qui attend les Choletais et les entrepreneurs du territoire la semaine prochaine. InnoFortech, c'est quelque chose de novateur, de nouveau sur le territoire. Vous nous en dites un mot ? Tout à fait. Donc, on a fait le choix. Donc, nous sommes deux organisateurs. Nous travaillons donc avec Sterkelec, une société qui est au sud de Nantes, et donc HMIBS, comme on l'a dit, qui est dans le Loiret. Nous avons fait le choix d'organiser un événement pour promouvoir un peu la technologie, l'automatisation. Et on a fait le choix de s'implanter à Cholet. Oui, tiens, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est déjà un positionnement géographique intéressant. C'est vraiment la conjonction, effectivement, du 49, du 85 et du 79. On a aussi un bassin qui est économique, qui est quand même assez dynamique sur Cholet, avec des grands acteurs tels que Thales, Charal, Nicole, etc., qui sont aussi d'ailleurs nos clients, aussi bien côté Sterkelec que HMIBS. Et on pense qu'aujourd'hui, des événements de proximité nous permettent de toucher en fait un panel de clients potentiels et d'utilisateurs potentiels pour les solutions d'automatisation plus facilement que des grands événements nationaux. L'enjeu, c'est vraiment de leur montrer ce qui existe aujourd'hui sur le marché, ce qui est opérationnel, ce qui peut leur faire gagner du temps, de la productivité. Tout à fait. On va présenter quasiment 10 solutions techniques, plus de 10 solutions techniques, avec une ligne complète de conditionnement automatisé, qui va venir avec de l'encaissage, des robots donc de palettisation, des robots mobiles, des AMR qui vont permettre de transporter de façon autonome les produits. On va présenter des solutions de soudage, des solutions de collage, des solutions de ponçage, vraiment beaucoup de solutions concrètes. Et l'idée, c'est vraiment de montrer des solutions concrètes pour que les gens puissent s'inspirer et résoudre les problématiques qu'ils affrontent au quotidien. C'est un peu dans le cœur de votre activité aussi, hein, Serge Pitois. Je ne sais pas si vous avez prévu de vous rendre au salon, mais... J'irai certainement. C'est complètement dans le cœur de notre activité, hein, donc je suis vraiment intéressé donc, par ce salon. En fait, je rejoins complètement ce que vous avez dit, Monsieur Bouet, étant donné que nos clients en fait, ont du mal à se projeter aujourd'hui. Il faut réussir à leur montrer quelque chose qui est relativement proche de l'application qu'ils vont devoir faire. En fait, le travail de projection, c'est nous qui devons le faire et le préparer en fait, pour que ce soit vraiment accessible aux visiteurs. Est-ce qu'on peut être encore compétitif, messieurs, en 2025, sans robotisation, sans intelligence artificielle ? Serge Pitois, votre avis là-dessus ? Mon avis, ça dépend énormément des secteurs d'activité. Mais globalement, dès qu'on parle d'industrie, on ne peut pas rester compétitif si on ne veut pas automatiser. Il n'y a qu'à regarder un petit peu par le passé, en fait. Et en fait, on a énormément de pans industriels en fait, qui sont tombés par aussi le refus de rentrer dans l'ère de l'automatisation, de la robotisation, en fait. Et donc, c'est complètement indispensable aujourd'hui, si on veut garder de la compétitivité, donc si on veut garder de l'emploi, de s'automatiser et de se robotiser. Une analyse que vous partagez, j'imagine, Nicolas ? Tout à fait, parce qu'en fait, d'ailleurs, en termes de chiffres, on peut dire, si on parle du nombre de robots installés, par exemple, en Europe, pour un robot installé en France, vous en avez 3 en Italie, 5 en Allemagne. Alors, et j'imagine pas combien on est aux États-Unis ou... J'ai pas les chiffres, je connais que les données au niveau européen, mais déjà ça montre bien sur la dynamique économique qu'on a en Italie aujourd'hui, qu'on a en Allemagne, alors un petit peu moins parce qu'ils sont très impactés dans l'automobile, mais cette volonté qu'ils ont fait il y a déjà quelques années d'aller vers l'automatisation a permis à des entreprises allemandes, voire des ETI allemandes, d'avoir un succès au niveau mondial. Et en France, on a un retard dans ce domaine qu'il faut réussir à pallier. Et à quelles conditions, peut-être, ces technologies que vous allez montrer au public deviennent-elles finalement des leviers de performance industrielle et plus des gadgets seulement ?
Alors en fait, il va y avoir un point qui est important. Aujourd'hui, vous l'avez signalé lors de votre introduction, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, toutes les tâches répétitives qui vont être génératrices de TMS ou de problèmes de santé, troubles musculo-squelettiques, effectivement, en fait, peuvent être remplacées souvent par des solutions d'automatisation. Alors, on va parler de robotisation, de cobotisation. Et en plus, ces tâches, les opérateurs ne veulent plus trop les faire non plus. Et donc, on va pouvoir recentrer l'activité de tous ces opérateurs vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, avec une vraie compétence, un vrai savoir-faire. Prendre une pièce mécanique, la mettre dans une machine qui fait un usinage, récupérer la pièce mécanique, la valeur ajoutée de l'opérateur, elle est très minime. Par contre, avoir un contrôle derrière de la pièce en métrologie, là, ça reste encore du vrai savoir-faire manuel. Et je pense que c'est là que c'est intéressant de pouvoir recentrer les compétences de ces opérateurs vers ce savoir-faire. Ça veut dire qu'on se dirige vers des usines avec beaucoup plus de techniciens, d'ingénieurs que de simples ouvriers ? C'est ça, l'usine de demain ? Alors aujourd'hui, il y a des ouvriers qui évoluent et justement qui ont ce savoir-faire et que les entreprises veulent garder parce qu'ils ont ce savoir-faire, parce qu'ils ont des années de pratique en ayant évolué au sein d'une même entreprise, en ayant au départ chargé les machines, ensuite en ayant amené des solutions sur la métrologie, en ayant amené des solutions de logistique, parce qu'aujourd'hui ça rentre de plus en plus d'une façon importante. Et en fait, ces opérateurs évoluent. Il faut s'adapter, le monde évolue autour de nous. Serge Pitois, vous travaillez pour de nombreux clients, je le disais notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Quels sont les besoins dont ils vous font part prioritairement aujourd'hui ? Alors, prioritairement, en fait, un client, de quoi est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin de performance industrielle. En fait, la performance industrielle, c'est quoi ? C'est soit pouvoir produire plus vite, soit pouvoir produire à des coûts plus économiques. Tout cela dans une même... si possible, avec des contraintes en fait du départ. Par exemple, j'ai une usine, elle fait tant de mètres carrés. Est-ce que je peux produire plus sur cet emplacement ? Ça, c'est de la vraie performance industrielle parce que ça évite des coûts énormes de déploiement de bâtiments, de choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose qui va intéresser nos clients, c'est la sécurité. La sécurité des personnes qui travaillent et notamment la sécurité à long terme. Monsieur Bouet a parlé de TMS tout à l'heure. On est complètement dedans. Lorsqu'on regarde une fin de ligne de production, on peut imaginer une ligne qui va produire par exemple des yaourts. Une ligne très basse cadence va produire 20 caisses de yaourts par minute. Et il va falloir les palettiser en fait du niveau du sol jusqu'à 2,20 mètres de haut. Si vous mettez un opérateur à faire ça, au bout de quelques années, il aura des problèmes de santé. Mais il ne va même pas attendre quelques années. C'est que le lundi d'après, il ne va pas revenir travailler parce qu'il va penser à sa santé et il ne va pas venir. Et vous ne pourrez pas produire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour un industriel. Et pourtant, on a fait faire ça à des salariés pendant des années et des années. Tout à fait. On l'a fait faire pendant des années, mais le travail évolue, les conditions de travail évoluent, et ça se traduit aujourd'hui aussi par... on a une durée de vie qui s'allonge, pas sans le savoir, et c'est aussi parce que les conditions de travail ont évolué. Vous parliez de la sécurité, Nicolas Bouet. En quoi finalement l'industrie du futur 4.0, elle est un gage, une promesse de plus de sécurité aussi dans nos industries ? Alors si on prend l'exemple par exemple des robots mobiles, des AMR, donc qui transportent des palettes, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, il y a 8 morts par an avec les chariots élévateurs. 8 morts par an. C'est fou comme de se dire qu'on a 8 accidents qui créent le décès d'un opérateur dans une usine tous les ans, juste avec l'utilisation des chariots élévateurs. Un robot mobile va rester vigilant à 100%, 24 heures sur 24, il ne va pas se fatiguer, ses capteurs restent complètement opérationnels, on va supprimer toute la pénibilité aussi du transport de charge, et on va gagner d'une façon importante en sécurité. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi la sécurité de la production, dans le sens qualitatif, où un robot va pouvoir être parfait en termes de qualité, du matin au soir de la même façon. Et ça, c'est aussi un point important. Et je rebondis sur ce que disait effectivement M. Pitois tout à l'heure sur la partie palettisation, par exemple. Il y a quand même un critère qui est important, c'est que les cadences ont aussi évolué. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les machines vont être beaucoup plus rapides. Donc on sollicite encore plus les opérateurs si on travaille en manuel. Et là, il faut trouver des solutions d'automatisation pour aider les opérateurs. Oui, parce que je crois en off, vous m'aviez parlé, Serge Pitois, de cadences qui pouvaient aller jusqu'à 300, 400 emballages de produits minutes. Oui, c'est tout à fait possible. Si vous allez vraiment sur... une entreprise qui va fabriquer des petits gâteaux en flow-pack, en fait, on peut avoir jusqu'à 300, 400 petits flow-packs par minute qu'il va falloir mettre dans des étuis, ces étuis dans les caisses et ces caisses sur les palettes. Arrivé à un moment, sans industrialisation, sans robotisation, ça n'est pas possible, en fait. Donc, à chaque solution, équipement que vous proposez aujourd'hui à vos clients, il y a forcément des robots, de l'intelligence artificielle, peut-être pas toujours. Alors,
Dans 90% des équipements proposés, il y a de la robotique. Oui. La robotique qui peut être de la robotique classique, en fait, c'est les bras polyarticulés qu'on a vu dans toutes les vidéos sur l'automobile. C'est quand même l'automobile qui avait commencé à travailler énormément là-dessus. Jusqu'aux cobots, en fait, qui sont des robots qui vont travailler en parallèle des opérateurs, c'est donc ça, à proximité des opérateurs. C'est une aide, en fait. C'est une aide, voire une machine à part entière, qui est capable de faire aussi une palettisation réduite, avec des charges plus réduites, avec des hauteurs certainement plus limitées, encore que on évolue énormément dans le domaine du rayon d'action. C'est pas forcément pour les grosses cadences, c'est ça que vous dites? Mais ça n'est pas pour les grosses cadences, parce que comme ça cohabite avec l'humain, on ne peut pas aller vite. On ne peut pas aller vite, cependant, on va tout le temps. C'est-à-dire qu'un cobot peut travailler 24 heures sur 24 fatigué. Et donc, c'est énorme, en fait, la production qu'on peut faire avec un seul cobot. Et il en va de même avec les robots mobiles, en fait. Pour moi, c'est la 3e génération de robots, en fait, si on veut aller vers là. Et ces robots mobiles-là, en fait, sont extrêmement sécuritaires, comme on l'a dit tout à l'heure, et sont indispensables si on veut enlever, en fait, les engins dangereux, que sont des engins manipulés par des hommes, pendant 8 heures d'affilée, avec une attention qui ne peut pas être à 100% sur 8 heures d'affilée. Et ces robots-là, ils partent jamais en vrille. On n'a pas d'exemple, vous parliez d'accidents humains tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des accidents robotiques aussi ? Alors aujourd'hui, non, dans la partie des robots mobiles, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, et la plupart des machines qui intègrent de la sécurité, des systèmes automatisés qui intègrent de la sécurité, dès qu'on a une défaillance en fait d'un élément de sécurité, qui serait l'équivalence de la baisse de vigilance sur un opérateur, la machine s'arrête. Ok, donc il y a cette sécurité-là. Il y a cette sécurité-là qui est toujours en supervision et qui est toujours là. Donc supposons que demain, l'équivalent de l'opérateur qui vient s'endormir, qui ferme les yeux et donc qui ne voit plus ce qui se passe devant lui, ça veut dire que si je transcris ça sur l'automatisation, on peut imaginer des capteurs type LIDAR, etc., qui viennent à être inefficients, la machine va s'arrêter immédiatement. Okay. Et donc on va rester vigilant. Soit on est vigilant, on est capable de tout voir, soit on ne fonctionne pas. Bon, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a une démocratisation de tous ces robots. Est-ce que c'est pour tout le monde ? J'imagine que ça a un coût, c'est un investissement. Est-ce que ça s'adresse aux plus petites entreprises également industrielles ? Alors, Serge Pitois, puis je vous refais réagir derrière, Nicolas. En fait, la première limite, c'est plutôt le degré de maturité de la technologie par rapport à l'application qu'on veut y faire. C'est-à-dire, une technologie... En laboratoire, elle est d'abord créée, etc. Et elle devient mature en laboratoire. Après, l'intégrateur, ça va être notre rôle, en fait. On va prendre cette technologie-là et on va dire, est-ce que c'est adaptable ? Est-ce que c'est adapté aux besoins de nos clients ? Et en fait, pour ça, on va se renseigner, on va l'évaluer, la comprendre, l'apprendre, en fait. Et on va se dire, on peut apporter cette techno pour faire telle chose en plus chez notre client. Un exemple tout simple, j'ai un contrôle qualité de produit. Aujourd'hui, il peut être fait soit à la main ou soit par une caméra. Et cette caméra va être capable de détecter ou pas tout ce que l'on veut détecter. L'arrivée de l'intelligence artificielle nous permet d'aller beaucoup plus loin parce que, à la place de détecter si un produit est conforme à l'original, on va commencer à chercher à l'intérieur du produit si on retrouve tel ou tel défaut. Et donc, on est capable d'augmenter énormément le panel en fait, de bons produits et de réel contrôle, en fait, et non pas de rejeter des mauvais produits. Donc ça va extrêmement loin, en fait. Mais après, il y a une troisième phase, c'est est-ce que mon client est mature pour recevoir cette techno ? Oui, et alors la réponse, quand vous en discutez autour de vous ? Généralement, oui, mais en fait, en fait, il faut faire attention à cette partie-là, parce que si le client n'est pas mature, il y a un moment, il y a potentiellement un rejet de techno, et il y a potentiellement un rejet des opérateurs du bon fonctionnement de l'équipement. L'exemple type, un robot mobile, on peut être dans ce cas-là. En fait, il faut vraiment former les opérateurs, préciser par où il va passer, essayer d'identifier les zones pour qu'ils surprennent de moins en moins les opérateurs, parce que plus on est surpris par quelque chose, plus on a un mouvement de recul, bien sûr, et moins on a envie que ça fonctionne. Donc, de l'avoir. Il y a encore des freins, il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs, mais nous-mêmes, on a des peurs. On ne va pas dire que l'IA nous a tous interpellés à un moment ou à un autre. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un nouveau chamboulement. Alors, en fait, l'IA, c'est des briques supplémentaires qui permettent d'améliorer les choses. Mais ça peut faire peur quand on n'est pas au courant, lorsqu'on ne comprend pas tout l'environnement.
Nicolas Bouet. Oui, je vais juste sur le côté clientèle et panel large. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, on parle des cobots, on parle des AMR. En fait, avant, ce sont des produits très techniques, très pointus, qui étaient réservés au domaine des ingénieurs. Aujourd'hui, on simplifie énormément l'intégration par la programmation. Un exemple bête sur les robots Universal Robot, l'interface est en français. C'est bête, mais ça change pas mal de choses. Oui. Et aujourd'hui, on va s'adresser plus seulement. Donc la robotique avant était vraiment dédiée aux grosses entreprises parce qu'il fallait avoir l'ingénieur roboticien, le service maintenance adéquat. Aujourd'hui, on va être capable d'atteindre des TPE, donc des petites entreprises, une dizaine de personnes qui sont le petit producteur de biscuits local, mais qui a les mêmes problématiques que les gros producteurs. À un moment donné, il faut mettre les produits en carton, il faut les palettiser. Et on a des solutions aujourd'hui de palettisation qui sont très facilement appréhendables par n'importe qui. Alors, attention, y compris financièrement. Y compris financièrement. Aujourd'hui, je peux le parler, un palettiseur, on est à un budget qui est l'ordre de 80 000 €. Donc, ce qui reste très abordable pour des solutions qui, aujourd'hui, posent des problèmes, je vous ai dit, en termes de pénibilité, en termes de recrutement, etc. Donc, on a cette simplification de la technologie et on peut, du coup, toucher une clientèle qui va de la TPE de 3 à 10 personnes jusqu'à la grosse industrielle à travers des solutions plus automatisées, plus pointues, comme celle décrite à travers MGTech. On continue d'évoquer cette industrie du futur qui nous sera proposée, présentée la semaine prochaine lors du salon InnoFortech à Cholet. RCF Anjou, le MagEco, Bastien Lallier. En compagnie de deux invités aujourd'hui, Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS, co-organisateur donc de ce salon InnoFortech qui se tient à Cholet la semaine prochaine du 17 au 19 juin. Et puis Serge Pitois, directeur produit du groupe MGTech, implanté notamment à Chemillé dans le Maine-et-Loire, dans les Mauges. La France compte beaucoup sur la réindustrialisation de notre pays. Elle passera aussi par le développement justement de tous ces robots, Serge Pitois? Oui, certainement. Oui, forcément. Il n'y a aucune autre issue, en fait, si ce n'est de voir quelques pans encore d'industrie qui pourraient s'en aller ailleurs. C'est-à-dire que la France est réellement en concurrence. On est dans la même équipe que l'Europe, mais c'est un peu comme une équipe de foot. Il y aura des remplaçants et il y aura des joueurs titulaires. Et donc, à un moment ou à un autre, oui, la France est en concurrence avec d'autres pays en Europe sur toute sa production, en fait. Il faut... on disait aussi qu'il y avait quand même une vraie problématique de main-d'œuvre aujourd'hui dans le secteur industriel. Est-ce que justement cette automatisation, cette robotisation, elle peut permettre de rendre le secteur davantage attractif? Est-ce que c'est un levier aussi en ce sens, Nicolas Bouet? Oui, tout à fait. On a un de nos clients qui fabrique des biscuits à côté de Chambord, c'est la biscuiterie de Chambord, et qui a effectivement le choix d'automatiser une partie de son procédé qui consiste à récupérer des plateaux de biscuits pour les ranger dans des étagères. Et aujourd'hui, il a cobotisé cette solution et ça a rendu son entreprise aussi plus attractive pour du recrutement à côté. Avant, c'est des tâches qui étaient faites à la main, qui donnaient pas envie, etc. Le vrai savoir-faire du fabricant de biscuits, c'est de faire des biscuits, c'est pas de manutentionner des plateaux. On est d'accord. Et du coup, ces technologies-là rendent aussi l'entreprise plus attractive pour attirer des jeunes profils. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a vécu et qu'il a pu diffuser d'ailleurs en termes d'information sur les réseaux sociaux. Les clients en sont conscients, Serge Pitois, vos clients? Oui, les clients en sont conscients énormément, mais même nous-mêmes, on en est conscients. C'est-à-dire que le fait déjà de MGTech de pouvoir se renseigner et proposer des nouvelles technos nous permet aussi à notre niveau de pouvoir attirer plus de talents. C'est-à-dire que ça, c'est déjà la première phase. Et en fait, déployer après ces talents en fait, chez des industriels vont permettre également, exactement comme vous disiez, M. Bouet, de permettre à ces industriels de faire une vitrine. En fait. Leur entreprise est plus attractive lorsqu'il y a de la nouvelle techno que lorsqu'il n'y en a pas. En fait. Les tâches manuelles n'attirent pas vraiment et ne font pas rêver, en fait, quelque part. Non, ça je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour le constater. Il y a néanmoins quand même toujours ce débat en France de se dire l'homme, la machine, on met les deux en opposition. Si on met plus de machines, ça veut dire que potentiellement on met l'homme sur le côté, on le met au chômage. Comment c'est perçu peut-être par les équipes, pas forcément par les entrepreneurs qui vous font confiance, mais par les équipes qui voient débarquer dans leurs usines cette robotisation, Serge Pitois? Ouais, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez pointu parce que effectivement, à l'instant T,
débarquer avec une technologie et une nouvelle mécanisation va provoquer du déséquilibre dans l'usine. On arrive parce que si cette tâche était d'abord réalisée manuellement, en fait, la personne va être classée ailleurs, mais on a toujours l'impression qu'on nous prend quelque chose. C'est la peur du changement, c'est très clair. Mais ça, c'est la vision, je dirais, à l'instant T. Mais si vous prenez la vision à l'instant T plus 1, en fait, ça va peut-être permettre à cette entreprise de garder cette production. Et si vous prenez ce temps, un temps T plus 10, vous êtes certain que l'entreprise n'existera plus si elles n'investissent pas dans des lignes automatiques, dans des technologies, etc. Donc c'est les emplois qui sont en jeu aussi. Voilà, et c'est vraiment en fait de la création d'emplois. Plus on robotise, plus on crée d'emplois. Et ça, c'est très difficile en fait. C'est pas évident à se le mettre en tête quand même. Parce qu'en fait, c'est l'échelle de temps qui n'est pas la même. Nicolas Bouet. Tout à fait, je rebondis aussi sur ce que vous dites. L'important, c'est vraiment d'intégrer les équipes, d'intégrer le personnel dans le déploiement de ces nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure des TMS. On sait que les gens qui mettent des pièces dans des machines toute la journée, à la fin, vont avoir des problèmes de TMS, donc du coup, des poignets, etc., des épaules. Et la première étape, ça va être effectivement de dire « Waouh, j'ai plus mon travail, c'est un robot qui fait la tâche à ma place ». Mais cette personne-là, et je l'avais signalé tout à l'heure, on va pouvoir la recycler, entre guillemets, et lui confier d'autres tâches qui vont être beaucoup plus intéressantes pour elle, qui vont plus générer ces TMS. Et après, à un certain temps, ils vont se dire en fait, ce que je faisais avant, c'était nul, ça me rendait malade. Ouais, et aujourd'hui, mais aujourd'hui, en fait, je vais être plus dans l'esprit de dire le boulot que je fais aujourd'hui est plus intéressant, plus valorisant. Et donc, je vais me retrouver avec un bien-être, une qualité de vie au travail qui va être supérieure. Donc, quelque part, l'automatisation modifie aussi les rapports humains au sein de l'entreprise ? Va modifier la qualité de vie au travail. La qualité de vie, ouais. La notion de QVT aujourd'hui est vraiment importante et intégrée et vraiment prise en charge. Et il faut vraiment l'intégrer. Et je crois que c'est créer une équipe quand on veut déployer une technologie, c'est fondamental. Et intégrer tous les membres de l'entreprise, ça va aussi bien du CHSCT, ça va aussi bien de l'opérateur de maintenance, l'opérateur qui travaille sur la ligne, le chef de ligne, le directeur de production. Tout le monde doit être intégré en fait sur le déploiement d'une nouvelle technologie dans l'entreprise. C'est comme ça que vous travaillez, en tout cas que vous essayez de travailler. C'est comme ça qu'on essaye vraiment de travailler, et c'est vraiment un point plus. Et de descendre jusqu'à l'opérateur en fait qui est sur la ligne, c'est vraiment ça la clé. C'est celui qui fait qui sait. Exactement. Vous l'avez trouvé tout de suite en fait, c'est lui qui sait, et c'est lui qui va être capable de mettre le doigt en fait sur attention, est-ce que vous avez pensé à ci, est-ce que vous avez pensé à ces cas-là, etc. Et donc d'anticiper énormément tous les dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir par la suite. Et c'est un gain énorme en fait. C'est une valeur ajoutée ces opérateurs. Et il faut vraiment les inclure dans les projets, quoi. Nicolas Bouet. Je complète, j'ai déjà eu le cas parce qu'on fait beaucoup d'essais et de démonstrations de ces nouvelles technologies chez nos clients. Et en fait, j'ai eu le cas en Vallée du Rhône où j'ai passé une journée avec les cobots. Donc les cobots sont des robots, donc des bras polyarticulés qui ont intégré un capteur d'effort qui fait qu'en cas de choc ou de coincement, ils viennent s'arrêter. Et pendant une journée, j'ai écrasé des mains, j'ai poussé des gens contre les murs avec les cobots et tous les opérateurs sont passés. Et c'était un choix en fait du bureau méthode de dire on veut voir comment les opérateurs acceptent cette nouvelle technologie, d'avoir un robot qui fonctionne sans enceinte de sécurité, sans cage. Et à la fin, ils se sont dit en fait ça fait pas mal, c'est vrai, c'est bien. Et du coup, ils se sont dit ok, on va pouvoir déployer la techno. Vous voyez, dans les différentes étapes d'acceptation qu'on doit avoir par les opérateurs. Et c'est vraiment une bonne démarche. Mais c'est vrai que ça peut être perturbant de voir un robot qui se balade tout seul dans l'usine et qui fait ses propres tâches quand même. Oui, ça peut être perturbant, d'autant plus que certains robots, certains cobots, donc il s'agit de cobots, ont une envergure aujourd'hui qui fait 1m50, 1m70. C'est énorme. On a vraiment, c'est plus grand que nous en fait, quelque part. Et ça fait taille humaine, quoi. Bizarre. On comprend bien que ces outils vont permettre aux entreprises demain, nos industries, d'être plus compétitives, de gagner des gains de productivité. On est quand même toujours dans cette course-là, finalement, à la productivité. Est-ce que l'entreprise de demain, l'industrie du futur, elle est un peu aussi enfermée là-dedans, c'est-à-dire qu'on cherche toujours plus, et est-ce que finalement c'est compatible avec les objectifs aussi de développement durable, tout simplement ? Alors, on peut faire plus, mais on peut aussi faire mieux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de effectivement aller plus vite, parce que c'est un cas qui existe relativement souvent, mais on peut aussi faire mieux dans le sens où on va mieux contrôler ce que l'on fait et on va apporter plus de sécurité. Lorsqu'on travaille notamment dans l'agroalimentaire, la notion de sécurité alimentaire aujourd'hui est extrêmement importante. La notion de contrôle en fait des produits qui sortent d'une ligne est extrêmement importante. Exemple, vous avez des sachets en fait dans lesquels vous allez avoir des pâtes fraîches et des choses comme ça.
il faut être capable de contrôler que le sachet est bien scellé, qu'il y ait bien le bon gaz à l'intérieur, etc. Ça, c'est de l'automatisation qui permet de le faire. Et c'est extrêmement important aujourd'hui d'apporter cette sécurité alimentaire. C'est ce qu'attend le consommateur, quelque part, aussi. Nicolas Bouet, oui. Oui, en plus, d'un point de vue technologique, les nouveaux produits qui sortent sur le marché aujourd'hui intègrent ces notions énergétiques, par exemple. D'une façon importante, on a des approches on va prendre en compte la consommation en électricité, en air comprimé, des différents équipements qu'on va déployer. Et ce sont des critères qui sont de plus en plus mis en avant par nos clients aussi. Et les nouveaux produits qui arrivent sur le marché prennent en compte ces éléments-là et ont des consommations réduites tout en ayant des performances aussi importantes que ce qui existait sur les produits d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Les produits, j'allais dire, se renouvellent également rapidement. Est-ce que les produits, j'allais dire, les robots ou les cobots que vous allez présenter à Cholet la semaine prochaine ne deviendront pas obsolètes dans quelques mois ? La technologie se développe de plus en plus vite. Maintenant, en fait, souvent, et c'est ce qui est le fait, la plupart des fabricants en fait, font un hardware, donc toute la partie, que ce soit mécanique et électronique, qui permet des mises à jour logicielles. Et en fait, la partie commune reste là, et les évolutions se font par des mises à jour logicielles. Donc on garde tout ce côté hardware, et après on modifie le logiciel pour gagner en performance, pour gagner en sécurité, etc. etc. Sécurité, tiens, juste un mot. Je parle aussi de cybersécurité parce que je sais que c'est un volet que vous aborderez la semaine prochaine. Ça aussi, ça fait partie des craintes, des peurs des entrepreneurs. Hein, quand on confie de la data comme ça au numérique, au robot. Ça va même plus loin que de la data, puisqu'aujourd'hui, les usines sont de plus en plus connectées. Toutes les machines entre elles ont toutes des réseaux, on peut dire Ethernet, et qui font que ça fonctionne. Et si demain, quelqu'un de malveillant vient prendre le contrôle de ces machines, il peut très bien dérégler les machines, arrêter la production et complètement bloquer une usine. Donc ces notions de cybersécurité deviennent une vraie contrainte aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on avait des systèmes de production qui étaient très fermés. Et aujourd'hui, pour des raisons d'efficience générale, on veut des remontées de data, on veut des remontées des choses comme ça qui peuvent passer à travers le cloud, on veut de la maintenance, de la télémaintenance. Pour des fabricants comme MGTech, peuvent prendre la main à distance à 2h du matin pour dire on dépanne le client avec sa machine en disant tiens, c'est tel capteur, tu dois l'échanger parce qu'on a pris la connexion. Et tout ça, c'est autant de portes ouvertes avec des risques de malveillance extérieure pour venir effectivement polluer les industries aujourd'hui. Donc la partie cybersécurité devient aujourd'hui un vrai sujet. Je crois que c'est en 2027 ou 2028 ça va devenir une obligation légale. En plus, donc il va falloir absolument s'y atteler. Oui, tout à fait. C'est déjà commencé, Ouais. mais le travail est très vaste en fait. Et oui, il va falloir accélérer jusqu'à 2027. Un mot rapidement sur l'événement du 17 au 19, Nicolas Bouet. Il y a des temps forts, des conférences que vous voulez mettre en avant rapidement ? Déjà, effectivement, tout le monde est bienvenu pour visiter cette exposition. Il y aura effectivement un certain nombre de conférences qui vont arriver. On aura des conférences sur la santé et le bien-être au travail, sur la transformation digitale et la cybersécurité, les problèmes d'automatisation et de pénurie de main-d'œuvre, tous les sujets un peu qu'on a abordés aujourd'hui, l'optimisation des coûts, la performance industrielle et la sécurité machine et la cobotique, puisque la sécurité de l'humain autour de ces technologies est aussi primordiale. Bien sûr. Et la transformation, ça passe aussi par les transformations de mode de management et tout le reste. C'est un ensemble également. Je suis convaincu, je m'y rendrai. Vous êtes convaincu, Serge Pitois. Peut-être un mot de conclusion, l'un et l'autre. Si on devait peut-être conclure en quelques mots sur votre vision de l'industrie du futur, à quoi elle ressemblera en quelques mots, Serge Pitois ? Alors, l'industrie du futur, en fait, elle va être de plus en plus préparée en amont, en fait. Ce qui arrive, en fait, c'est on va travailler de plus en plus sur des jumeaux numériques de façon à être capable de prévoir et faire une simulation quasi parfaite de ce qui va se passer dans l'usine lors du déploiement d'une installation. Ça va permettre de sécuriser énormément l'industriel sur les tenants et les aboutissants, mais ça va aussi permettre d'énormément apporter du confort aux constructeurs en fait, que nous sommes, parce que nous travaillerons beaucoup plus du bureau et non pas dans l'atelier avec la machine, parce qu'on aura déjà préparé au préalable et simulé complètement en amont. Un mot à rajouter, Nicolas Bouet ? Oui, l'important, je crois, c'est d'éviter d'opposer toujours l'homme et la technologie. En fait, on peut travailler ensemble, main dans la main, et au contraire, ça peut être un vrai bénéfice pour notre industrie en France aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'y avoir participé. Serge Pitois, directeur produit du groupe MG Tech à Chemillé, Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS, co-organisateur du salon InnoForTech qui se tient donc, je le rappelle, à Cholet la semaine prochaine du mardi 17 au jeudi 19 juin de 9h à 19h. C'est dans la salle des fêtes de la ville, esplanade de la Grange, avenue Anatole Manceau. L'entrée est gratuite, alors n'hésitez pas, soyez curieux. Pour écouter ce mag et que vous
vous vous rendez sur rcf.fr comme d'habitude ou sur notre page YouTube RCF Anjou. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de nos programmes.